Salut les amis, bon je vous propose une vidéo en deux parties cette fois-ci et où je t'explique donc notre cycle politico-économique actuel en les comparant avec ceux de l'histoire. Alors c'est un complément de ma vidéo sur la nouvelle ère économique que je vous invite à voir ou à revoir plutôt que de regarder des shorts stupides sur Instagram. Alors, il faut savoir que depuis des siècles, en fait, les régimes politico-économiques sont une succession de cycles récurrents, quoi. Ils ont des causes et des conséquences sensiblement similaires. Donc, ce que l'on vit n'est peut-être pas une grande nouveauté, quoi. À voir. Approchez, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. Bon, à part du pain au sarrasin, parce qu'il faut pas déconner quand même. Alors ça, messieurs, dames, c'est mon péché mignon. Vous avez devant vous de la poudre de perlimpinpin. Je suis également expert en poudre aux yeux, si vous préférez. Le druide Zemzem est à votre service, noble voyageur. Tous mes remèdes aux plantes sont efficaces. Surtout celui contre le grand remplacement, vous serez pas déçus. Non, mais c'est invraisemblable. Déjà 3 clients qui me disent que ma bière est chaude et qu'elle sent la pisse, ça commence sérieusement à m'énerver. Mais attention, parce que comparaison n'est pas raison. Et ils sont similaires peut-être au niveau macro et économique, mais peuvent diverger au niveau micro-économie. Alors l'objectif en fait est de savoir si nous sommes en fin de cycle et s'il va se terminer en guerre, en révolution, en impérialisme ou en réforme politique tout simplement. Alors, pour commencer, quelle est la situation politico-économique actuelle de la France, voire de l'Europe de l'Ouest? Alors, n'en déplaise aux naïfs, nous ne sommes plus en démocratie, mais bien en autocratie, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Cette situation est bien entendu propice au pillage des finances des États et au détriment des populations, bien sûr. Oui. 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 Vous pouvez m'accorder un prêt à 21% Oui. et m'endetter pendant 25 ans? Oui. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Crédit Lyonnais, le pouvoir de dire oui. Alors à titre d'exemple, sous Macron, ils ont détourné sous forme de subventions, parce que c'est pas des détournements directs, 270 milliards d'euros par an, soit 2700 milliards d'euros sous Macron en 10 ans. Le plus gros casse du siècle, et ça sous le nez des Français. Le mec, c'est-à-dire le mec, il te pique les meubles dans le salon, et toi, tu vois rien, tu laisses faire. Je suis quelqu'un d'hypersensible, moi. Ah oui. La misère dans le monde, la guerre, tout ça, j'en ai rien à foutre. Par contre, tu me montres un bon magret, j'ai la larme à l'œil. Bon, alors, première question. Est-ce que dans l'histoire, il y a déjà eu une autocratie où la finance détenait le pouvoir politique au-dessus des institutions et au détriment des populations? Eh bien, oui. Et très souvent. Alors, ces cycles sont divisés en 3 phases, toujours. Donc la phase 1, c'est la prospérité, tu as toujours une grande période de prospérité. La phase 2, la finance commence à dominer politiquement, prend le pouvoir. Et la phase 3, c'est crise économique sur crise économique jusqu'à la rupture. Enfin, Mamour, il faut faire quelque chose, on va pas laisser les Français dans cet état-là. Mais parce que ce sont nos voisins, nos cousins, nos amis, on peut pas les laisser dans une crise pareille. Ils sont en train de se taper la honte à l'échelle du monde et je refuse de pas être solidaire. Et en tant qu'expert en crise gouvernementale, il est de notre devoir de les former à survivre dans un chaos harmonieux. Et quoi, nous on a assez le gouvernement pour un pays de 29 habitants, y a pas plus légitime que nous pour aider la France, hein. D'ailleurs, je suis en train de leur préparer un petit kit de survie qu'ils pourront précommander sur internet. Ouais. Dedans, il y a tout ce qu'il faut pour vivre sans représentant, sans ligne directrice, sans cohérence, sans ambition, sans vision d'avenir, mais avec le sourire. Qu'est-ce que j'ai mis dans ce pack? Des bières et c'est tout, je crois. Donc là, si je résume, ils ont un président qui a fracassé le pays et qui joue aux Sims à taille humaine, c'est ça? D'accord. On va voir la première phase.
phase de prospérité. C'est la période où la finance donc, profite vraiment aux populations. Donc la finance est encadrée politiquement, la fiscalité est progressive, l'État est fort et puissant. Alors, reportage, voyons ça en direct avec Monsieur Neymar, notre envoyé spécial. Oui, bonjour les amis. Effectivement, nous avons la chance aujourd'hui d'être avec le roi Louis XIV qui a bien voulu nous accorder quelques minutes pour répondre à nos questions. Donc, je précise que nous sommes en 1665. Et Sa Majesté, cela fait 3 ans que vous êtes au pouvoir. Puis-je vous interroger sur l'état des finances de la France? Dites-moi. Certes, Monsieur Neymar, par la sage diligence de Jean-Baptiste Colbert, mon très fidèle contrôleur général des finances, nous voyons s'élever les manufactures royales et prospérer tant le commerce extérieur que nos colonies. Cette sage politique favorise l'ingéniosité des arts et des industries, et mon royaume, par la grâce de Dieu, se soutient désormais de ses propres ressources financières. Effectivement. J'ai même constaté que la population se portait au mieux. Mais qu'en est-il de vos projets futurs? Je m'apprête à entreprendre de grandes œuvres. Élever le palais de Versailles, joyau de mon royaume, et étendre l'influence de la France jusqu'aux Provinces-Unies, les Pays-Bas, afin de rayonner par toute l'Europe. Oh oui, effectivement. Vaste programme. N'avez-vous pas peur que cela affecte lourdement les finances du royaume, surtout que la guerre risque d'engendrer d'autres guerres? N'ayez crainte, mon ami, car la France est grande et prospère. Nous saurons aisément lever les fonds nécessaires à l'accroissement de mon royaume. Pour la grandeur de Sa Majesté, il ne faudrait pas que l'État soit dépendant des financiers, comme vous le savez. Monsieur Jean Neymar, avez-vous si peu de confiance en votre roi pour vous exprimer ainsi? Il suffit désormais. Retirez-vous et prenez congé. Bien, sire, on vous laisse et longue vie à Sa Majesté. C'est sur ces paroles, là, en remerciant Louis XIV de cette interview, que je vais vous rendre la parole. Phase 2 maintenant. Donc la finance va de plus en plus dominer politiquement. Donc le cœur du problème, en fait, est que la croissance est totalement dépendante de la finance qui va de plus en plus imposer son propre pouvoir politique et économique. C'est-à-dire, pour voter le budget, premièrement, il faut arrêter les magouilles compagnies et fonctionnaires à la caisse et politiciens et machins qui prennent les contribuables pour une. Et deuxièmement, il faut lancer une politique budgétaire expansionniste discrétionnaire afin de favoriser la demande effective agrégée en phase de sous-emploi. C'est pas compliqué, hein? Donc la finance va chercher à sécuriser son capital, évidemment, assurer son rendement, ça c'est le pire, et avoir surtout de la prévisibilité. Et donc pour cela, elle va prendre le pouvoir politique, tout simplement, le pouvoir sur les politiques, en faisant du chantage sur cette fameuse croissance. Alors les effets négatifs pour la population, exclusion politique quasi totale de la population, fiscalité indirecte très lourde, notamment les taxes sur la consommation, salaire comprimé pour garder en fait le rendement financier pour ces messieurs, conditions de travail plus dures, évidemment, logement dégradé, parce que là encore une fois, on veut absolument, ceux qui ont le capital, ils veulent absolument garder leur marge, donc ensuite abaissement ou absence de protection sociale aussi, et répression dure des révoltes populaires en général. Alors là, on fait toujours une analogie entre le présent et le passé, mais ça revient exactement au même. Maintenant, on passe en phase 3, donc les crises économiques successives qui vont jusqu'à la rupture en général. Donc, les conséquences quand les États dépendent de la finance. Alors, vous avez crise provoquée ou amplifiée par le système financier. Je suis le docteur Jean-Philippe Collomb et je suis proctologue fiscal. Je suis spécialisé dans les douleurs rectales provoquées par les impôts. Ça ne m'étonne pas que vous ayez du mal à vous asseoir, vous avez une énorme taxe d'habitation. Oh là 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 là, mais pensez à demander un échéancier la prochaine fois. Austérité budgétaire, qui aussi engendre des crises. Potentiellement des guerres financées aussi par la dette. Suivez mon regard sur l'Ukraine, par exemple.
Et des dettes et coûts, évidemment, transférés aux populations, parce que c'est toujours les mêmes qui payent. Réduction du service public, puisque les finances ne permettent plus d'avoir une bonne administration. Commissariat du 18e, bonjour. Ouais, allô. J'entends pas. Allô. Ah putain, je comprends pas, madame. Eh ben allez, bisous, bisous. Ah, j'ai rien compris. Au secours, au secours. Soit tu téléphones, soit tu tires, tu vois, mais tu fais pas... un peu de jugeote, quoi. Hein? Question suivante, maintenant. Voyons combien de temps dure un cycle où la finance exerce donc ce pouvoir politique dominant. Bon, alors, généralement, ces périodes dans l'histoire, ces périodes durent entre 20 et 80 ans, quoi. Alors, l'histoire, toujours pareil, l'histoire. Des exemples, les républiques marchandes oligarchiques. On avait Venise qui a une domination financière progressive sur 300 ans à peu près, mais avec des cycles internes de 40 à 70 ans. La Rome antique, on a vécu la même chose. Florence aussi, avec les Borgia qui ont une phase intense de domination bancaire et avec les durées de cycle aussi qui allaient de 30 à 60 ans. Voilà. L'Espagne des Habsbourg, 40 ans de cycle. Si, grosso modo, le système ne se corrige pas, les fins de cycle interviennent quand le coût social devient explosif. Voilà. Alors à cela, on rajoute en général, c'est toujours lié à un endettement structurel irréversible. Donc les États sont incapables de réduire leurs dettes sans austérité sévère, comme la Grèce il y a 15 ans, quoi. Donc la dette, à ce moment-là, n'est plus un levier temporaire, mais un pilier néfaste, permanent du système. L'autre jour, je lisais un article sur la dette publique, voilà. On va parler sur un sujet marrant, ça va être cool. J'ai vu qu'on a une dette publique belge de 600 milliards d'euros. Voilà. Et ça stresse personne, apparemment, c'est cool. On fait des barbecues, on va à Walibi, tout ça, c'est pas de souci. Non, dette publique belge, j'ai un peu compris le principe en vrai, mais il y a un autre concept que j'ai pas du tout compris, c'est la dette publique mondiale. Voilà. On a une dette publique mondiale de 100 000 milliards d'euros. Ça veut dire que nous, là, la Terre, on doit 100 000 milliards d'euros à quelqu'un. Je sais pas comment on va, ça me stresse, je sais pas comment on va. 100 000 milliards d'euros, comment... Tu sais, c'est les dinosaures qui ont fait de la merde en achetant les pyramides ou quoi, je sais pas. Non. Moi, je me dis, si ça se trouve, explique une seule chose, dette publique mondiale, ça veut dire que les extraterrestres existent. Voilà, c'est que, avec les autres planètes, on a un tricount et... Voilà, et attention, ça maintenant c'est important. Et en même temps, le pouvoir va criminaliser les conflits sociaux. Et pour cela, il va faire voter des lois sécuritaires pour une répression en fait accrue et la restriction du droit de grève ou de manifester. Il y a la perte de la sacralité de la finance, c'est-à-dire que la finance et les banquiers sont perçus comme des parasites, des prédateurs, des antisystèmes historiquement. Et quand la finance perd son aura, en général, le basculement est pas loin, quoi. Je rêve d'une banque où les clients suivraient mes conseils aveuglément. Je rêve d'une banque où les clients ne poseraient aucune question, genre mais qu'est-ce que tu fais de notre argent? Ou c'est quoi ces placements? Est-ce que c'est risqué? Moi, je veux une banque avec des clients qui posent pas de questions et qui comprennent rien. Moi, je rêve d'une banque où si le client a 1 euro de découvert, on lui prend sa baraque. Banque où après avoir tout claqué n'importe comment, l'État rembourse l'intégralité de nos pertes. Mais cette banque n'est pas un rêve, elle existe vraiment. Bah oui, cette banque, c'est la vôtre, tas de cons. Alors, quelles actions permettent d'éviter le pire à la toute dernière minute? Est-ce possible? Historiquement, oui, c'est possible, c'est possible. Les élites ont conscience que leur fin est proche. Tous les élites n'ont pas cette conscience. Jules César, pour le nommer, il ne l'a pas vu venir. Louis XVI, il l'a vu venir, mais peut-être un peu trop tard. Donc... Alors pourquoi ça marche?
Parce qu'on casse la logique de rente, on redonne de la marge de manœuvre financière aux États avec une certaine indépendance financière, et on restaure immédiatement un sentiment de justice au niveau de la population. C'est très important. Tu vois ça, on aurait pu le faire en 2008 quand il y a eu la crise des subprimes, mais ils ont fait exactement l'inverse. Ils leur ont donné encore plus de pouvoir au lieu de reprendre la main dessus. Alors, les réalités de l'histoire, c'est quand les élites refusent toute perte, effondrement. Quand elles cèdent à temps et qu'elles acceptent, là, tu as transition. Alors maintenant, comment se termine un cycle? En général, pas très bien. Tu as le réencadrement politique volontaire. Très rare, mais c'est la plus pacifiste, évidemment. Alors on a vu ça, le New Deal en 1933 et l'Europe d'après-guerre, qui a engendré donc les 30 Glorieuses, et les pays nordiques aussi, après des crises bancaires qu'ils ont subies très violentes, ils l'ont fait, quoi. Ensuite, tu peux avoir la crise économique majeure suivie de restructuration. Alors ça, c'est la plus fréquente dans l'histoire. Donc ça se termine par l'effondrement financier, chômage massif, restructuration des dettes et réformes imposées sous la contrainte. Alors tu avais crise du Xe siècle, en 1929 aussi dans certains pays d'Europe, et crise de la dette souveraine aussi. Tu as une autre forme aussi, le basculement autoritaire. Alors ça c'est fréquent quand les élites bloquent vraiment toute réforme. Tu as aussi l'effondrement systémique ou révolution. La Révolution française avec la terreur qui s'en est suivie, quoi. La Russie de 1917 aussi. Et la dernière, la plus lourde, quoi, c'est, ça se termine aussi par des guerres majeures, donc qui sont aussi récurrentes, comme le dernier qu'on a vécu en 1945, quoi. En résumé, historiquement, plus les décisions des gouvernements et des élites arrivent tard, et plus les conséquences sont violentes. Voilà mes amis, donc vous voyez que nous ne vivons pas une période inédite. Et donc maintenant, avec l'éclairage de cette histoire-là, dans les prochaines vidéos, nous allons faire le point sur notre cycle que nous vivons actuellement et essayer de prévoir l'issue. Oui. Et Manu, comment tu vas faire pour rembourser la dette publique? Pose pas les questions qui fâchent pendant que je mange, s'il te plaît. Réduire le SMIC de 20% à tous les étrangers. Bonne idée, mon Zem. Moi, je pense qu'on devrait aussi faire travailler les enfants de plus de 9 ans. Quoi qu'il en soit, les Français vont bien devoir se serrer la ceinture quelque temps. Vous êtes vraiment des égoïstes sans cœur et sans pitié. Et vous voulez baisser encore plus leur salaire. Mélenchon, ferme-la et occupe-toi de la viande.